Bonjour Michel Georget. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à l'agence Infolibre. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter et présenter un peu votre travail, votre parcours? Écoutez, mon parcours peut être résumé de la façon suivante. Après mes études secondaires, comme tout un chacun, j'ai fait les études universitaires à la faculté des sciences de Poitiers, très exactement. Ce qui m'a conduit à passer l'agrégation, qui s'appelait à l'époque le concours de l'agrégation de sciences naturelles, qui est devenu plus tard sciences de la vie et de la nature, sciences de la vie et de la terre, les SVT, comme on dit aujourd'hui. Et cette agrégation, donc, qui ouvre les portes de l'enseignement dans les lycées et éventuellement dans l'enseignement supérieur. Mais en ce qui me concerne, moi, j'étais professeur dans les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est-à-dire les classes qui préparent l'entrée dans des établissements tels que l'Institut national agronomique, les écoles nationales vétérinaires, ce qui était mon cas. Je préparais le concours d'entrée à Véto pour les élèves titulaires déjà du baccalauréat. Et puis ensuite, alors sur le plan des vaccinations, Dieu merci, je n'ai jamais eu à enseigner les vaccinations. Bon, j'ai fait bien sûr des études de physiologie pour arriver à l'agrégation, mais je n'ai jamais eu à enseigner, à proprement parler, le problème des vaccinations. Heureusement pour moi, parce que j'aurais été très gêné entre faire le choix de ce qui est dit dans les médias, je dirais comme aujourd'hui, et ce qui est la réalité. Ce qui explique un petit peu le titre de mon second livre, l'apport des vaccinations dans la santé publique, la réalité derrière le mythe, parce que la réalité ne correspond pas à ce qui est dit dans les médias. Alors comment suis-je arrivé là? Eh bien tout simplement, lorsque j'étais jeune père de famille, nous avions un médecin de famille qui vaccinait, mais qui n'était pas un fanat de la vaccination. Et puis à l'époque, il n'y avait pas toute la série de vaccins d'aujourd'hui. Il y avait la variole, il y avait même pas à l'époque le BCG au début, enfin il y a eu le BCG ensuite, et puis diphtérie, tétanos, c'est tout. Mais il n'y avait pas la rubéole, la rougeole, l'hémophilus, l'hépatite B, et j'en passe, la coqueluche, etc. Bon, ces vaccins ont existé progressivement, mais n'étaient pas applicables lorsque j'étais jeune père de famille. Et notre médecin nous avait encouragés à nous documenter sur les vaccinations, ce que j'ai fait. Et puis, étant universitaire, j'ai, comme tous les universitaires, accès aux bibliothèques, que ce soit de faculté des sciences ou de faculté de médecine. Et j'ai beaucoup fréquenté en particulier la bibliothèque de l'école de médecine à Paris, auprès de la station Odéon. J'y ai passé, mis bout à bout, des journées, pour ne pas dire des semaines, pour accumuler une documentation qui m'a permis d'écrire mes 2 livres. Mais comment elle est née du coup cet intérêt? Qu'est-ce qui s'est passé au début? Quel a été le déclic qui vous a fait dire je vais m'impliquer dedans? Alors le premier déclic, ça a été les réflexions de notre médecin de famille. Bon, comme ça concernait la vie et la santé des enfants, on s'est intéressé particulièrement au problème. Et puis le hasard, si on peut parler de hasard, a voulu que dans l'entourage de nos fréquentations, nous avons personnellement connu plusieurs accidents liés aux vaccinations. Et progressivement, disons en accumulant de la documentation, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une différence entre le discours officiel qui imposait les vaccinations et puis la réalité des choses. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui m'a guidé. Et ensuite, vous êtes impliqué donc dans la critique de la vaccination. C'est-à-dire que je me suis documenté. Moi, mon grand problème, sur lequel je m'attache beaucoup, c'est le problème de l'information. Il faut que les gens s'informent. La décision médicale de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, c'est un choix personnel. Mais encore faut-il que ce soit personnel, soit informé. Après avoir eu une information. L'information, on l'a bien sûr par les médias, par le corps médical, etc. Mais on peut l'avoir aussi en recherchant par soi-même des publications qui ne sont pas, disons, diffusées dans le grand public.
Hein, les publications, moi, que j'ai étudiées dans les bibliothèques universitaires, ne sont pas diffusées ni à la télé, ni dans la presse grand public. Et donc, voilà. Donc qu'est-ce que vous avez découvert dans ces processus de création, de test, dans ces processus? Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a gêné particulièrement? Alors là, il y a beaucoup de choses qui m'ont gêné particulièrement. C'est déjà l'absence de reconnaissance des accidents. Hein, la non-reconnaissance des accidents, ce qui fait que quand on parle de balance bénéfice-risque, hein, on parle toujours des bénéfices de la vaccination qui sont généralement très exagérés, et par contre on minimise complètement, quand on ne les dissimule pas complètement, les risques. Vous voyez. Alors, évidemment, quand vous faites la balance bénéfice-risque dans ces conditions-là, elle est forcément positive, très positive. Or, lorsque j'ai donc compulsé un certain nombre de documents, et notamment un document très intéressant qui s'appelle l'Annuaire statistique de la France. Vous savez, la France est depuis longtemps un pays centralisé, même s'il y a eu, ces dernières années, un certain processus de décentralisation, mais pendant très longtemps, la France a été centralisée. Ce qui fait que Paris aime bien savoir ce qui se passe dans le reste de la France. Et c'est la raison pour laquelle on a eu des statistiques précises pour l'ensemble de la France sur l'évolution des décès, par exemple, par maladie. Alors, c'est ainsi que j'ai pu récupérer, dans ces annuaires statistiques de la France, les décès par rougeole, polio, tuberculose, etc., variole, et pouvoir en faire des courbes. Et c'est là que vous vous apercevez bien que ce qui est présenté aujourd'hui comme des risques majeurs de santé publique n'en sont pas en réalité. Bon, je vais vous prendre simplement un exemple. On parle beaucoup de la rougeole ces dernières années parce qu'il y a une recrudescence des cas de rougeole. On pourra expliquer pourquoi d'ailleurs tout à l'heure. Eh bien, au début du XXe siècle, dans les années 1905-1910, la rougeole faisait 5000 morts par an. En 1983, quand on a incité à la vaccination contre la rougeole, il y a eu 15 décès. Ce qui veut dire que le nombre de décès a diminué de 99,6%, sans vaccination bien entendu, au cours de ces années du XXe siècle. Et ceci en dépit de la croissance de la population française qui, entre le début du XXe siècle et les années 70, a augmenté de 33%. Donc on ne peut pas dire que la rougeole était un problème majeur de santé publique. Ça l'était d'autant moins que l'OMS, dans les années 50, et j'ai les textes bien entendu que je cite dans mes livres, l'OMS dans les années 50 avait mis en garde et avait dit « Oh, si un vaccin devait être découvert contre la rougeole, il faudrait qu'on soit sûr qu'il donne une immunité pour toute la vie et qu'il soit sans danger. » Car on risquait, ou on risquerait à l'époque, de déplacer l'âge des maladies vers des périodes où elle est plus dangereuse. La rougeole était typiquement une maladie infantile, c'est-à-dire qu'on avait entre, on va dire, 2 ou 3 ans ou 10, voire 12, 15 ans. C'était une maladie infantile. Et l'OMS prévoyait qu'on pourrait déplacer la rougeole vers des âges très jeunes, des nourrissons, ou vers des adultes. Et dans les deux cas, la maladie est plus grave. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé et ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que la rougeole attaque aujourd'hui de très jeunes nourrissons que l'on ne peut pas encore vacciner et des adultes qu'on ne trouvait pas autrefois atteints de la rougeole. Le processus est le suivant. En se mettant dans la situation la plus favorable, en supposant que le vaccin soit efficace, très efficace et qu'il soit bien appliqué, si vous vaccinez par exemple 50% de la population, vous supposez, et les sujets vaccinés sont protégés, ils ne vont pas faire la rougeole. Mais ceux qui ne sont pas vaccinés vont continuer à avoir la rougeole. Donc, comme les deux populations vaccinées et non vaccinées sont mélangées, les sujets vaccinés vont rencontrer le virus sauvage sans faire la rougeole puisqu'ils sont momentanément protégés, mais ça va constituer pour eux un rappel dont ils n'ont pas conscience. Par contre, et alors évidemment, les sujets qui vont avoir ces rappels vont avoir une immunité qui est pratiquement définitive. Par contre, si au lieu de vacciner la moitié de la population, vous en vaccinez, comme c'est le cas aujourd'hui, autour de 90%,
la circulation du virus sauvage se fait beaucoup moins, elle se fait pratiquement plus. Ce qui veut dire que les sujets vaccinés, momentanément, ne font pas la rougeole parce qu'ils sont protégés. Mais comme le virus ne circule plus beaucoup, ils n'ont peu de chances de le rencontrer. Donc ils n'auront pas les rappels qui se faisaient autrefois. Et au bout de, allez, on va dire 15 ans, 20 ans, leur immunité vaccinale a disparu, s'est évanouie. Comme ils n'ont pas eu les rappels, ils n'ont plus d'immunité. Et par conséquent, à l'état adulte, à 25 ans, 30 ans, même 40 ans quelquefois, on peut faire la rougeole. Et parmi les adultes qui ne sont plus protégés, eh bien, il y a les femmes en âge d'avoir des enfants. Et ces femmes ne transmettent plus d'immunité à leurs nourrissons, lesquels nourrissons peuvent faire la rougeole à 2 mois, 3 mois, et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus grave. Donc on se retrouve dans la position que l'OMS avait prédite dès 1950. Est-ce que vous pouvez nous décrire les processus de création, expérimentation d'un vaccin, et en particulier celui du H1N1, si possible? Oui, alors on va rester dans les généralités, parce que je ne suis pas un industriel fabricant de vaccins, donc je n'en connais que les principes. Alors, la première chose, la grippe, déjà, c'est une maladie virale. Alors, les virus ne sont pas des organismes que l'on peut reproduire facilement. On est obligé, pour les multiplier, d'infecter des cultures cellulaires. Parce que les virus ne sont pas des organismes vivants par eux-mêmes. Ils ne peuvent se développer que s'ils parasitent des cellules. Donc la première étape, c'est déjà de faire des cultures cellulaires. Alors ces cultures cellulaires, pour les vaccins contre la grippe, la plupart des laboratoires, je n'ai pas la liste en tête, mais la plupart des laboratoires utilisent des œufs de poules embryonnés. C'est-à-dire qu'on injecte des virus dans une cavité, une annexe embryonnaire de l'embryon, on appelle la cavité allantoïdienne, et dans lesquelles les virus vont se multiplier. Et ensuite, ces virus, on va les récupérer et on va soit les inactiver, c'est-à-dire les traiter par une substance qui va les rendre inoffensifs. Alors c'est soit un procédé physique comme la température, la chaleur, ou un procédé chimique. La plupart du temps, c'est un procédé chimique, en particulier l'utilisation du formaldéhyde, le formal si vous préférez. Eh bien, le formaldéhyde, l'ennui, on pourra en reparler tout à l'heure, c'est que c'est un produit qui est cancérigène. Alors donc, on a cultivé les virus, on les récupère, on les inactive. Alors il y a aussi des vaccins qui sont faits avec des virus qui ne sont pas complètement inactivés, mais simplement atténués. Mais en France, les vaccins qui sont fabriqués sont faits sur des virus inactivés. Alors ça, c'est la très grande majorité des vaccins. Par contre, il y a quelques vaccins, il y a un laboratoire, je crois que c'est le laboratoire Baxter, qui fabrique ces vaccins sur des cellules de reins de singe, des cultures cellulaires de reins de singe. Ça ne change rien au problème, il faut passer par une étape cellulaire pour récupérer des virus. Alors ensuite, dans la préparation, ces virus, ces préparations virales, donc atténuées ou inactivées le plus souvent, sont mélangées avec ce qu'on appelle un adjuvant. Un adjuvant, c'est une substance chimique qui est destinée à renforcer la réaction immunitaire. Et puis ensuite, on va ajouter, déjà au cours du processus de fabrication et quelquefois dans le produit final, un conservateur. Alors ceci surtout lorsqu'on a affaire à des vaccins, à des flacons multidoses, c'est-à-dire des flacons qui vont servir à vacciner, par exemple, une dizaine de personnes en série. Et dans ce cas-là, on est obligé de mettre un conservateur pour éviter le développement de moisissures ou de bactéries parasites qui seraient nocives, évidemment. Donc voilà, préparation virale, inactivation, mélange avec un adjuvant, on parlera des adjuvants tout à l'heure si vous voulez, et puis présence d'un conservateur. Et donc je suppose que toutes ces matières sont plus ou moins toxiques. Ah oui, elles sont plus ou moins, et quelquefois plus que moins, toxiques. Alors bien sûr, un vaccin pris à part peut ne pas représenter une très grande toxicité, mais lorsqu'il y a répétition de ces vaccins et que ces vaccins s'ajoutent à d'autres, évidemment la somme devient importante. Comment ces vaccins sont testés? Est-ce que vous avez des informations sur comment ils sont testés et comment sont recoupées les informations pour prouver leur efficacité? Alors là, justement, c'est un très gros problème. Parce que les vaccins échappent à un certain nombre de contraintes
réglementaires qui sont normalement nécessaires pour la mise au point de médicaments. Par exemple, les vaccins échappent à ce qu'on appelle les études pharmacocinétiques. Bon, ça paraît un peu barbare. Qu'est-ce que la pharmacocinétique? C'est tout simplement le suivi des produits injectés dans l'organisme. Pour un médicament, par exemple, bon, vous prenez un médicament pour le cœur ou la tension artérielle, des choses comme ça, eh bien, dans sa préparation, ce médicament va être suivi dans l'organisme. On va voir où il est, comment il est éliminé, ou comment il est fixé dans certains tissus, comment il est transformé par certains organes, en particulier par le foie, etc. Eh bien, pour les vaccins, ces études de pharmacocinétique ne sont pas requises. Si vous allez sur Internet et vous tapez Google, vous tapez simplement pharmacocinétique du vaccin et vous mettez le nom du vaccin, vous arrivez à trouver ces études ne sont pas requises pour la fabrication du vaccin. La réponse tient en une ligne. Mais c'est bien embêtant parce que si on avait fait ces recherches, eh bien on aurait su, par exemple, que l'aluminium, dont on parle beaucoup en ce moment, lorsqu'il est injecté dans l'organisme, bon, une partie est éliminée, mais une partie reste sur place, là où a été faite l'injection, et une partie circule et peut pénétrer dans le cerveau. Et une fois qu'il a pénétré dans le cerveau, il n'en ressort plus. Et ça entraîne des troubles connus aujourd'hui sous le nom de myofasciite à macrophage. Eh bien, si on avait, dès le départ, fait une étude pharmacocinétique, on aurait pu voir ce que devenait l'aluminium dans l'organisme. Or, on ne le savait pas jusqu'à ce qu'on détecte ces nouvelles maladies. Il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait une quinzaine d'années environ, que l'on les a découvertes et qu'on a fini par comprendre que c'était dû à l'aluminium qui était fixé dans certains tissus et en particulier dans le tissu nerveux. Et ces maladies, donc c'est des maladies neurodégénératives Pas forcément ce sont des maladies qui ont des manifestations musculo-articulaires, hein, une grande faiblesse musculaire, des douleurs articulaires et puis des problèmes de concentration. Donc les gens qui sont affectés par cette maladie ont des problèmes de concentration. Et est-ce qu'on a des études qui tendent à essayer de démontrer combien de personnes qui ont été exposées au vaccin, ou en tout cas à de l'aluminium, possèdent ces troubles? Oui, bien entendu. Oui. Il y a des études qui sont faites, qui sont suivies dans plusieurs hôpitaux, en particulier dans les hôpitaux parisiens. Je crois que c'est l'hôpital Henri Mondor à Paris. Vous avez une équipe de chercheurs, professeur Guérardi, le professeur Autier, qui étudient ces maladies. Alors ça, c'est le premier point dans lequel les vaccins échappent aux réglementations. Juste une question, est-ce que vous savez pourquoi ils ont pu passer outre ces Je ne sais pas, mais je serais tenté de dire qu'on n'a peut-être pas envie de savoir si les produits contenus dans le vaccin vont se loger à des endroits où on n'aimerait pas les trouver. Je n'en sais rien, mais c'est une constatation. C'est une constatation, il n'y a pas de pharmacocinétique pour les vaccins. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas d'études, comme pour la pharmacocinétique, il n'y a pas d'études de mutagénèse, de cancérogénèse ou de génotoxicité pour les vaccins. Pour les autres médicaments, on fait ces tests. Pour les vaccins, ça n'est pas requis. Alors, je prends un autre exemple. Le Gardasil, dont on a beaucoup parlé aussi récemment, qui est un vaccin dirigé contre l'infection des voies génitales féminines par les papillomavirus, eh bien, pour ce Gardasil, il n'y a pas de test de reprotoxicité, de test de mutagénèse, etc. C'est quand même invraisemblable. C'est invraisemblable. Alors, un troisième critère auquel les vaccins échappent, ils échappent au véritable placebo. Quand on fait une étude de tolérance, d'efficacité ou de tolérance, on compare le nouveau produit qu'on met au point à un produit neutre. Par exemple, un liquide physiologique. De l'eau salée qui a la même concentration que le plasma sanguin, c'est un placebo, c'est neutre, puisque ça a la même composition que le plasma sanguin. Eh bien, les vaccins ne sont pas testés contre de vrais placebos. On va tester par exemple un vaccin, alors je n'ai pas d'exemple précis à l'esprit, mais on va tester un vaccin contre un vaccin déjà mis sur le marché, dont on connaît les effets secondaires.
et on va dire, oh, ben, le nouveau vaccin ne fait pas plus d'effets secondaires que le vaccin qui est déjà sur le marché, donc il est tout à fait acceptable. Oui. Mais on ne l'a pas contrôlé contre un véritable placebo. C'est-à-dire, par exemple, qu'on va contrôler un nouveau vaccin contenant un adjuvant aluminique, de l'aluminium, eh bien, on va le tester contre un vaccin qui contient, ou contre un liquide qui contient lui aussi de l'aluminium. Donc ce n'est pas un vrai placebo, puisque dans les deux cas, il y a l'aluminium. On ne pourra pas faire la différence. Oui. Et pour le cas des virus de la grippe et celui du H1N1, est-ce qu'on peut revenir un peu dessus? Quels sont les produits qui sont utilisés, donc formaldéhyde, aluminium, est-ce qu'il y en a déjà dedans? Et est-ce que vous avez des informations sur la façon dont il a été testé, celui-là? En ce qui concerne le H1N1, il y a eu deux types de fabrication. Il y a un laboratoire qui a fabriqué le vaccin contre H1N1, je dirais, en utilisant la procédure classique, mais la procédure complète, c'est-à-dire celle que je vous ai décrite tout à l'heure, qui consiste à faire une culture de virus dans soit des œufs, soit des cultures cellulaires de reins de singe. Et cette culture, cette mise au point du vaccin demande des mois, en général au moins 6 mois. Et en ce qui concerne H1N1, on a fait les choses beaucoup plus précipitamment. On est parti parce que H1N1 a fait suite à une vague de grippe qui était H5N1. H1N1, c'était la grippe porcine, mais il y avait eu avant H5N1 qui était la grippe aviaire. Et alors, on s'est servi des vaccins, on a fait ce qu'on appelle des vaccins mock-up, c'est-à-dire des vaccins maquettes. On est parti du vaccin H5N1, qu'on avait donc testé, malgré le fait qu'ils échappent à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui avait donc été qui avait suivi toute la procédure complète. Et pour le vaccin H1N1, on s'est contenté de remplacer la souche virale H5N1 par H1N1, mais on n'a pas refait toute la procédure de mise au point complète que je vous ai décrite précédemment. Et alors bien entendu, si vous voulez, il y a eu une mise au point qui a été beaucoup plus rapide et beaucoup moins complète. Et les études de tolérance et les études d'efficacité n'ont pas évidemment eu la même qualité que pouvaient avoir celles des vaccins précédents. Parce que ce ne sont pas des vaccins qui ont subi la procédure complète de mise au point. Alors je vous disais tout à l'heure que dans la mise au point du vaccin, il y a donc la souche virale qu'on a inactivée, et puis on ajoute un adjuvant pour... Alors déjà pour renforcer la réponse immunitaire, mais il y a un autre intérêt qui est un intérêt, on va dire, financier, parce qu'en mettant suffisamment d'adjuvants, on met moins d'antigènes. C'est-à-dire comme on prévoyait de faire des millions de vaccins, des dizaines de millions, pour ne pas dire des centaines de millions, il fallait évidemment beaucoup de matière. Et on a compris qu'en mettant suffisamment d'adjuvants, eh bien on mettait moins de matière virale. Donc c'était évidemment un bénéfice sur le plan de la mise au point des vaccins. Et selon les laboratoires, l'adjuvant qui a été utilisé n'a pas été le même. Certains ont utilisé de l'aluminium et beaucoup ont utilisé du squalène. Alors le squalène, c'est un adjuvant huileux, on va dire, c'est une émulsion d'eau et d'huile qui est puissante, évidemment, et qui a été suspecté de provoquer notamment le fameux syndrome de la guerre du Golfe et tous les accidents qui se sont produits chez les militaires après les vaccinations de la guerre du Golfe. Alors ça, c'est pour les adjuvants. Alors il y a aussi... Vous pouvez décrire ce syndrome de la guerre du Golfe? Pardon? Vous pouvez le décrire, ce syndrome de la guerre du Golfe? En quoi il se transmet? Écoutez, alors là, je ne suis pas clinicien, donc je ne connais pas tous les détails médicaux de ce genre. Les syndromes de la guerre du Golfe, je crois que ce sont des très grandes fatigues, et puis déclenchement de maladies auto-immunes, et puis surtout des processus pathologiques qui se sont retrouvés dans la descendance de ces militaires. Alors, je n'en connais pas le mécanisme exact, donc je préfère ne pas m'étendre sur le sujet. Il faut parler de ce qu'on connaît. J'avais entendu aussi que ça avait déclenché des cas de narcolepsie. Alors, la narcolepsie, alors là, on touche encore à un autre problème aussi. Effectivement, le squalène a déclenché des cas de carnolepsie. Alors, la narcolepsie, c'est une sorte de sommeil brutal
que présentent les sujets atteints de cette maladie et qui peut s'accompagner d'un effondrement musculaire en même temps. Et ça peut survenir sans prévenir, bien entendu, donc c'est extrêmement dangereux. Et il y a plusieurs études, en particulier au Danemark et en Angleterre, qui ont montré un risque de narcolepsie par rapport au risque classique dans la population, multiplié, je crois que c'est par 14. Et en France, ce même risque a été découvert avec seulement un coefficient de 5 fois plus de narcolepsie après vaccination contre H1N1 qu'il ne peut y avoir de narcolepsie naturelle, je dirais, dans la population. Oui, effectivement. Alors ça, c'est aussi un autre problème, j'aimerais bien qu'on en parle après, parce que la narcolepsie est liée à une constitution génétique particulière de ce qu'on appelle le système HLA. Mais je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. On sait que par exemple pour le cas du H1N1, ils n'ont pas fait d'appel d'offres, par exemple au niveau de la fabrication des vaccins, justifiant le fait qu'ils n'avaient pas le temps, enfin qu'il y avait un état d'urgence. D'ailleurs, oui, alors effectivement, le fait de ces 6 mois nécessaires, c'est ce qui explique justement les surprises comme celles qu'on a cette année. On sait très bien cette année, ça a été montré notamment aux États-Unis, que les vaccins qui sont inclus, les souches virales qui sont incluses dans les vaccins ne sont pas celles qui circulent. Parce qu'entre le moment où on a décidé de choisir les souches virales il y a quelques mois et le moment où les vaccins sont mis sur le marché, eh bien les virus ont muté. Ce qui fait que les virus qui ont servi à préparer les vaccins ne sont plus ceux qui circulent aujourd'hui. Par conséquent, la vaccination ne sert à rien. Donc ça, c'est de façon générale pour les vaccins, surtout les vaccins périodiques comme la grippe ou les choses comme ça. Après, il y a peut-être, je suppose, si on est sur la polio, le BC... Ah oui, ben là, c'est un peu différent. C'est vrai que le virus de la grippe est un virus qui mute en permanence, ce qui n'est pas le cas de tous les virus, même si tous les virus et les bactéries peuvent muter, bien entendu, et elles mutent, ou ils mutent, c'est vrai, mais pas à la même fréquence. Et donc, pour H1N1, la souche qu'ils ont utilisée, de toute façon, c'était celle de la grippe aviaire et pas de la grippe porcine, si j'ai bien compris. Alors, ils ont pris le modèle de la grippe aviaire, H5N1, c'est-à-dire avec le mode de fabrication, le processus de fabrication, mais dans lequel ils ont simplement changé la souche virale. Au lieu de mettre du H5N1, ils ont mis du H1N1, mais sans reprendre toutes les étapes intermédiaires de la fabrication. C'est intéressant, parce que j'avais une amie qui travaillait dans les labos pharmaceutiques, elle m'avait dit exactement ça. Elle m'avait dit que le processus n'avait pas été vraiment respecté, le processus de contrôle. Ben oui, parce que c'est ce qu'ils appellent faire des vaccins maquettes. Alors aujourd'hui, quelles infos vous avez sur les retombées de ce vaccin ? Que ça soit sur le plan humain, les séquelles, qu'est-ce qu'on a évité ? Et qu'est-ce qui s'est passé finalement avec cette vaccination massive ? Quelles ont été les retombées ? Sur le plan de la grippe uniquement ? Sur le plan général, quelles sont les conséquences de ce vaccin ? Quel est le bilan de ce vaccin, cette campagne ? Mais de la grippe. Oui. De la grippe aviaire. Porcine. De la grippe H1N1. Ben, la grippe H1N1, de toute façon, le bilan, il a été, on peut dire, négatif, complètement négatif sur le plan financier, parce que des décisions complètement aberrantes ont été prises. Tout le monde sait que les épidémies de grippe commencent par l'hémisphère sud. Et elles se propagent ensuite dans l'hémisphère nord, puisque les saisons sont inversées. Or, qu'en 2009, quand il y a eu la grippe H1N1 chez nous, dans l'hémisphère nord, on avait les résultats de l'épidémie de grippe dans l'hémisphère sud. En particulier des études très précises qui avaient été faites en Argentine et en Australie, qui avaient montré que certes, cette grippe était contagieuse, mais qu'elle n'était pas dangereuse. Par conséquent, on le savait au départ. Et on a donc fait des vaccins. Alors, ce qui ne s'est jamais vu, les autorités sanitaires, en France tout au moins, et ailleurs je ne sais pas, avaient prévu 2 injections, ce qui ne s'est jamais vu pour des vaccinations contre la grippe. D'où les 94 millions de doses, je crois, qui ont été commandées, dont une bonne partie n'a pas servi et une partie aussi a été complètement perdue. On a bien essayé de les revendre dans le tiers-monde, on n'en avait nullement besoin, mais enfin il y a eu une énorme perte. Parce qu'on avait décidé qu'il y aurait 2 injections alors que ce n'était pas nécessaire. Et c'était d'autant moins nécessaire qu'on savait à ce moment-là que la grippe serait une grippe légère sur le plan de la gravité. Et alors c'est là où on a trompé les populations
par les décisions de l'OMS. Jusqu'en 2009, on déclarait une pandémie, c'est-à-dire une maladie qui se répand dans l'ensemble du monde. On avait déclaré qu'il y aurait une pandémie s'il y a de très nombreux cas et de très nombreux décès. Bon. À partir du moment où l'OMS a déclaré en 2009 qu'il suffisait qu'il y ait de très nombreux cas pour que ce soit une pandémie, on passait sous silence les décès, et bien ça devenait une pandémie. Mais parce qu'on avait modifié les critères. Alors c'était une pandémie parce qu'il y avait beaucoup de cas, oui, c'est une maladie contagieuse, mais il n'y avait pas beaucoup de morts. Il y a eu très peu de décès dus à cette grippe. Donc le bilan, ça a été, je dirais, une perte financière énorme pour l'achat des vaccins qui n'ont pas été utilisés, pour l'achat des masques et puis la dépense que l'on a pu faire pour organiser les séances de vaccination. Donc, bon, c'est quand même des professionnels. Il y a eu des gens comme Bruno Lina qu'on a vu beaucoup à la télé à ces moments-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quel rôle ils ont joué dans cette... Ah ben ça, ce sont des personnages de haut niveau, certes, mais qui sont des spécialistes de la grippe, bien sûr, ou d'une façon générale spécialistes des vaccins, mais qui sont aussi les conseillers de l'OMS et qui sont les conseillers de près des laboratoires. Donc, ils ont d'énormes conflits d'intérêts et ils auront beau se protester en disant qu'ils sont honnêtes, etc. Oui, peut-être, mais vous ne pouvez pas empêcher que des personnages comme Bruno Lina et bien d'autres, ou des autorités sanitaires, vous ne pouvez pas les empêcher que si ces gens sont d'une certaine façon ou d'une autre rétribués par l'industrie pharmaceutique, qu'elles vont avoir par ailleurs un discours méfiant par rapport à cette industrie. Donc, ils auront tendance à favoriser cette industrie. Donc, c'est complètement aberrant que de très grands spécialistes comme ça soient en même temps des conseillers parce qu'ils sont rétribués par l'industrie pharmaceutique. La question. Est-ce qu'on pourrait vivre dans un monde sans vaccin ? En fait, moi je voulais justement revenir sur ce que vous disiez, c'était très intéressant, c'est la réponse qui est stimulée par le vaccin. La réponse du corps qui a cherché. Vous étiez en train de parler de ça, c'était ça. D'accord. Alors justement, on est parti sur des bases fausses. Pourquoi ? Parce que bon, le système immunitaire donc, n'est pas autonome, il est sous le contrôle d'un autre système qu'on appelle le système HLA, qui est notre identité génétique. Or, cette identité génétique, elle est, mis à part les vrais jumeaux, elle est différente pour chacun d'entre nous. C'est par conséquent la raison pour laquelle la réponse immunitaire est également différente pour chacun d'entre nous. Il y a des bons répondeurs, des moyens répondeurs, des non-répondeurs. C'est pour ça qu'une vaccination de masse, qui est faite avec des vaccins standards, c'est-à-dire le même pour tout le monde, ne peuvent pas aboutir à un résultat standard. Ce n'est pas possible. Alors, on part, pour conforter le discours, sur la variole, en disant la variole a ravagé le monde pendant des siècles, on a vacciné contre la variole depuis la fin du XVIIIe siècle, et la variole a disparu. Et la conclusion, c'est il y avait de la variole, on a vacciné contre la variole a disparu, donc la vaccination est efficace. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité des choses. Car quand la variole a été éradiquée en 1979, l'OMS a rédigé un rapport sur l'évolution des campagnes de vaccination, sur les stratégies d'éradication de la variole, et elle s'est aperçue, alors il est accessible sur Internet, ce rapport de l'OMS. Quand on lit ce rapport, on se rend compte, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, que les vaccinations de masse ont été la plupart du temps un échec. Et c'est la raison pour laquelle l'OMS a changé de stratégie. Au lieu de faire des campagnes massives de vaccination, elle a préconisé le repérage des malades, bien entendu, c'est la moindre des choses, le repérage des contacts et leur isolement, ce que l'OMS a appelé la stratégie de surveillance-endiguement. Ceci pour éviter justement la transmission par contagion. Et c'est ça qui a permis d'éradiquer la variole, et c'est écrit encore une fois noir sur blanc dans ces rapports, comme quoi la vaccination massive a été la plupart du temps un échec. Alors à partir du moment où la variole a disparu, et qu'on continue à croire derrière que c'est la vaccination qui l'a fait disparaître, on a pensé qu'on allait maîtriser comme ça toutes les maladies infectieuses et les faire disparaître. Alors, je pense que c'est une erreur parce que
encore une fois, nous ne sommes pas égaux devant la vaccination, comme nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Alors, je vais vous prendre un autre exemple d'une maladie qui a disparu et que l'on attribue à la vaccination. On pourrait multiplier les autres exemples, mais ça, c'est encore un exemple très illustratif, c'est le cas de la diphtérie. La diphtérie, ça a été la maladie des années 30 et surtout 40. La diphtérie a augmenté à la fin des années 30, est passée par un point culminant pendant la dernière guerre, c'est-à-dire entre 1943-45, et ensuite a régressé extrêmement rapidement. Bien, eh bien, on attribue cette disparition, là encore, à la vaccination, et en utilisant des moyens qui ne sont pas très honnêtes. On dit, voilà, en 1945, il y avait 45 000 cas de diphtérie, c'est vrai. On a vacciné contre la diphtérie, c'est vrai. La diphtérie a disparu, c'est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le vaccin a été mis au point en 1923, qu'il a commencé à être appliqué en 1930, notamment dans les écoles de la région parisienne et au service militaire en 1931. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, déjà, on vaccinait pratiquement la moitié de la population, même si tous les hommes ne faisaient pas forcément leur service militaire. Et la vaccination a été obligatoire à partir de 1938. Eh bien, ça n'a pas empêché, je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque j'ai vécu cette époque, eh bien, ça n'a pas empêché la diphtérie de croître en flèche jusqu'en 1945. Et à partir de 1945, ça a régressé. Or, plusieurs études ont montré, je les cite dans mon livre, et je vous mets même également les graphiques, il y a une étude danoise qui a été faite sur tous les pays d'Europe du Nord. La Finlande, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Hollande, et puis la France. Et on s'est aperçu que dans tous ces pays, la courbe d'évolution de la diphtérie est exactement la même. Alors que certains pays ont beaucoup vacciné, comme la France, d'autres pays beaucoup moins, voire presque pas, tels que la Suède. Vous voyez. Eh bien, tous ces pays ont exactement la même évolution. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était une crue épidémique et que cette crue était indépendante de la vaccination. Or, là encore, il y a eu une erreur, mais cette erreur, on ne la connaissait pas quand on a fait ces campagnes massives de vaccination. Mais il y avait des études qui ont été faites en 1936, qui ont été faites à Moscou, et qui ont été faites à la fois sur des singes et sur de jeunes enfants, auxquels on injectait le vaccin antidiphtérique, qui était déjà au point depuis une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans. Et on s'est aperçu que la production d'anticorps, aussi bien par les singes que par les jeunes enfants, variait de 1 à 100. Et les auteurs de l'étude disaient, bah oui, il y a donc des gens qui ne répondent pas à cette vaccination, et c'est probablement eux qui sont le plus sensibles à la maladie. Bien sûr, eh bien, c'était tout simplement les non-répondeurs. Eh bien, ceci peut être étendu à toutes les vaccinations. Pour prendre une vaccination plus récente telle que l'hépatite B, on sait très bien que 15% de la population est constituée de non-répondeurs. Ce sont non-répondeurs. Et en plus, cette attitude de non-répondeurs est encore plus grande chez les fumeurs, chez les obèses et pour ceux qui avancent en âge. Autrement dit, plus vous avancez en âge, moins vous êtes répondeur. Eh bien, ce qui montre bien que la vaccination ne peut pas, par une vaccination massive, obtenir un résultat identique chez tous les individus. C'est pour ça que je pense que le succès des vaccinations est très exagéré. Mais alors, donc on revient à la question, est-ce qu'on peut vivre sans vaccin ? Alors, est-ce qu'on a éradiqué toutes ces maladies sans la vaccination ? Oui, il suffit de lire l'OMS. Il suffit de lire l'OMS, là encore, dans les années 50, l'OMS a écrit, alors ce que je vais vous dire là, de mémoire, je crois que ça a été écrit en 1974, donc quelques années après, mais enfin ça fait quand même 40 ans. Et l'OMS disait, on peut se demander si, là, je pourrais vous retrouver la citation exacte, on peut se demander si les progrès dans la lutte contre les maladies infectieuses n'est pas dû essentiellement au progrès économique et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'augmentation du niveau de vie, le meilleur logement, la meilleure alimentation, la meilleure hygiène, ont été des facteurs prépondérants dans la régression des maladies, beaucoup plus certainement que la médecine et que les applications de procédures telles que les vaccinations. Ça a été écrit donc il y a une quarantaine d'années. Eh bien, si à cette époque-là,
on avait augmenté, et moi je l'ai vécu dans ma jeunesse, si on avait procédé aux installations, une installation primordiale, ça a été celle des réseaux d'eau usée, par exemple, pour les maladies qui se transmettent par l'eau, telles que la typhoïde ou la poliomyélite. Eh bien, ça a été un facteur décisif dans la régression des maladies. Et puis, toutes les autres maladies, que ce soit la rougeole, la diphtérie ou autres, ont régressé parce qu'on a augmenté le niveau d'hygiène générale. Quand je dis l'hygiène, ce n'est pas seulement le fait de se laver les mains, c'est l'hygiène générale, l'hygiène de vie, l'alimentation, l'habitat, etc., qui diminuait les conditions de la contagion. Quand on compare ce qu'était la condition ouvrière au début du XXe siècle et la condition des populations d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il est évident qu'on n'avait pas les mêmes logements, on n'avait pas le même accès aux soins, et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il y avait autant de morts autrefois par la rougeole ou la diphtérie, alors qu'aujourd'hui, ce sont des maladies qui ont pratiquement disparu. Puis on était mieux nourris aussi, il y a eu beaucoup les pénuries. Il y a eu quand même des problèmes d'alimentation au début du XXe siècle avec la conservation, bien sûr. Les choses comme ça. Mais bien sûr. On retrouve sur les squelettes des traces de carence et de sous-alimentation. On retrouve sur les squelettes des gens qui sont nés au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. On trouve des traces de carence alimentaire. Donc, pourrait-on vivre, si on avait depuis disons, un demi-siècle au moins, voire plus, habitué les gens à avoir, à faire en sorte qu'ils aient de meilleures conditions de vie, une meilleure alimentation, meilleure hygiène de vie également, eh bien, certainement qu'on aurait fait face à de nombreuses maladies sans avoir recours aux vaccinations. Je vais revenir à l'OMS. Je vais enfoncer le clou avec ça. Qu'est-ce qui fait que cette même OMS qui a permis, qui a dit cette phrase, qui a émis cette phrase, il est possible que ce soit l'amélioration du niveau de vie qui ait éradiqué la plupart des maladies. Qu'est-ce qui fait que cette OMS, d'un coup, se met à demander à tous les pays développés occidentaux d'acheter des millions et des millions et des millions de vaccins? Ça, au départ, c'est les conflits d'intérêts. C'est les conflits d'intérêts. Parce qu'il y a un marché, le vaccin est devenu un marché, et par conséquent, il faut vendre, et pour vendre, il faut évidemment inciter à la vaccination. Vous savez, si vous prenez tout à l'heure des citations, vous verrez combien le marketing et la diffusion des vaccins reposent entièrement sur l'activité de l'industrie pharmaceutique. Moi, je voulais juste reparler de la vaccination des nouveau-nés. On ne l'avait pas fait. Je sais que là, on sort un petit peu du cadre oui. H1N1, mais quand vous êtes spécialiste des vaccins. Moi, je pense que c'est une matière. Vous avez entendu justement parler du nombre de vaccins qu'un nouveau-né, le nombre d'injections qu'on donne à un nouveau-né. Et vous essayez justement de sensibiliser les gens en disant qu'il y avait un taux d'aluminium. Oui, alors, je répondrai à cela qu'on parle beaucoup de l'aluminium, mais je crains qu'à force ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai que l'aluminium pose un gros problème. Et il pose d'autant plus de problèmes qu'il y a de plus en plus de vaccins et que la plupart contiennent de l'aluminium. Mis à part un vaccin comme le ROR qui, je crois, n'en contient pas, la plupart de tous les autres vaccins contiennent de l'aluminium et en quantité. Alors, comme les vaccinations nécessitent 3 injections et ensuite un rappel, etc., tout ça c'est cumulatif. Et comme l'on sait aujourd'hui que l'aluminium ne s'élimine pas forcément, surtout chez les jeunes enfants qui n'ont pas encore des fonctions hépatiques et rénales aussi développées qu'un adulte, eh bien, il est évident que l'aluminium pose un véritable problème. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a d'autres soucis à se faire avec les vaccinations. Il y a des études qui ont montré, alors encore une fois je les cite dans mon livre, il y a d'autres études qui ont montré que le système immunitaire des nourrissons n'est pas, et même des jeunes enfants, n'est pas mature avant au moins l'âge de 4 ans, 4 ou 5 ans. Certains disent même 7, mais enfin disons déjà 4 ou 5 ans. Quelle importance ça a? Ça veut dire que les nourrissons, ils ont des globules blancs, ils ont des lymphocytes, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais tout ça, ce n'est pas encore coordonné. Un nourrisson naît avec des cordes vocales, il émet des cris, il émet des sons, mais il ne parle pas. Bon, il a des jambes, mais il ne marche pas. Tout ça demande une éducation. Eh bien, le système immunitaire, c'est exactement la même chose. Il doit être éduqué. Or,
si les infections, enfin si les vaccins arrivent avant que ce système immunitaire soit mis en place, eh bien on risque un état particulier qu'on appelle l'état de tolérance. C'est-à-dire que pendant les jeunes, pendant les premiers mois, les premières années de la vie, le système immunitaire apprend à reconnaître ce qui est normal dans l'organisme et ce qui est étranger, ce qu'on appelle encore le soi et le non-soi, ou ce qui est tolérable et ce qui est dangereux. Eh bien, si on injecte des vaccins trop tôt, le système immunitaire est en train justement de faire le tri dans tout ça et va dire « Ah bah tiens, alors ça je ne connaissais pas, bon alors j'admets, ça fait partie de moi, etc. » Donc il va y avoir un état de tolérance qui fait que plus tard, il ne répondra pas contre ces mêmes éléments qu'on a injectés avec le vaccin et par conséquent il sera devenu tolérant, il ne répondra pas. Et ça c'est important. Et la tolérance évidemment n'est pas la même pour tout le monde.